Salut Fred, je sais que c'est bon un REA. Ma question est lors de sortir l'argent, est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Comment ça fonctionne? Et disons que mes enfants ne l'utilisent pas tout. Qu'est-ce qui se passe avec le reste de l'argent? Est-ce que l'argent appartient? OK, ouais. Dans le fond, quand tu sors des régimes épargne-études, là, je parle vraiment des régimes épargne-études standards que tu prends à n'importe quelle institution financière, pas des programmes de bourse d'études que des fois, eux autres peuvent avoir des règles spéciales. Vraiment juste un régime épargne-études standard, tu prends à la caisse ou à la banque, mettons. Quand tu vas sortir, mettons, je vais te faire ça simple, là. Supposons que tu as mis 36 000 de cotisation, le maximum, puis que dans le compte, il y a 86 000, mettons. OK, ça, c'est les subventions puis le rendement, mettons, le 50 000 de plus. Bien, quand tu vas sortir ton 36 000, lui, il t'appartient, tu peux faire ce que tu veux avec. Fait que ce qui est cool, c'est que ça va avoir permis de subventionner les études de tes enfants, puis tu vas pouvoir prendre ce 36 000-là puis refaire d'autres choses avec, mettons, aller le mettre en REER puis aller te chercher une économie d'impôt. Fait que là, tu vas faire un double dip. Fait que c'est vraiment hot. 30 de subvention plus le rendement, puis après ça, tu repognes ça, puis tu fais d'autres choses avec. Dans le cas des subventions puis du rendement, ça, c'est imposable dans les mains de l'enfant. Fait que si ils ne gagnent pas beaucoup de revenus, puis ils sont quand même 4-5 ans à l'école, puis tu sors un 10-12 000 par année, bien, l'impôt va être vraiment minime à payer là-dessus. Puis après ça, l'argent, c'est à l'enfant que ça appartient techniquement, mais l'enfant, il peut faire ce qu'il veut avec. Fait que je veux dire, oui, il peut payer ses études, mais s'il en reste et que ses études ne coûtent pas ça, l'argent, il appartient. Fait qu'il peut faire ce qu'il veut après ça. S'il veut le mettre en mise de fonds sur une maison, il peut. S'il veut s'acheter un char, il peut. S'il veut le redonner à ses parents, il peut aussi. Donc, bref, c'est l'enfant qui décide qu'est-ce qu'il fait avec. Fait que l'important, quand tu sors les régimes épargne-études, il faut que l'enfant soit inscrit à l'école, dans un programme, puis qu'il est en plein, puis tout le kit. Puis là, il a le droit de sortir l'argent, puis après ça, bien, s'il paye ses études, puis s'il en reste, bien, il fait ce qu'il veut avec ça. Le CELIAP, c'est le crise d'antérieur. Après, ouais, c'est pas mal ça. Ça se transforme dans antérieur. Je l'aurais dit plus poliment, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est mieux, payer la maison cash, mettons 350 000 ou investir le 350 000 à 5-7 et rester en loyer à 1 300 par mois? Ah, très bonne question. Écoute, dans le fond, ce qu'il faut que tu calcules, c'est. Écoute, dans le fond, ce qu'il faut que tu calcules, c'est si tu t'en vas dans une maison à 350 000, parce que là si tu payes cash, ta maison aussi, ce que tu aurais, c'est que tu pourrais investir. Tu sais, ce que tu ne payeras pas en hypothèque. Fait qu'il y a ce calcul-là qui est à faire. Après ça, si tu restes en logement, combien que ça t'aurait coûté la maison de 350 000 si, mettons, tu ne l'avais pas payé cash? Puis, comme dire, la différence, je l'ai investi. Fait que, il y a un calcul qui est à faire. Là, je ne peux pas te répondre vite demain, mais 1 300 en logement, c'est pas très élevé. Fait que d'après moi, si tu fais sur 15-20 ans, mettons, probablement que si tu investis dans des FNB indiciels sur le long terme, tu vas peut-être te retrouver plus avantagé, vite de même. Mais écoute, je te laisse faire le calcul là, parce que là, je ne peux pas le faire tout de suite là, mais 1 300 pour se loger en ce moment, là, c'est pas cher, à condition que tu es bien, on s'entend, puis tout, là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que tu peux aller le calculer sur le calculateur d'intérêt composé là, de Get Smarter About Your Money. Là. Donc, gérez mieux votre argent. Là. Il y a un bon calculateur là-dessus. Là. Fait que ça, tu peux aller le faire. Mais il y a un calcul qui serait à faire, effectivement. Parce que 1 300 de loyer, c'est pas tant cher pour se loger, si tu es bien, évidemment. Puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si tu es locataire, mettons, pendant 10 ans, puis que là, tu es rendu, exemple, avec 700 quelques mille ou 800 000 de placement, bien rendu là, tu peux en acheter une maison aussi si tu veux. Puis si toi, tu ne te sens pas prêt à acheter une maison en ce moment, c'est comme, même si tu l'achètes plus tard, si ton argent a rapporté plus que la prise de valeur de maison, exemple, tu ne seras pas perdant, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense à placer 5 000 dans Palantir au Général Dynamique et le CELIAP si tu n'achètes pas de maison au final, qu'est-ce qui arrive? Bon, on l'a dit tantôt, fait que je pense que ça a répondu à la question. Si je ne suis pas plus proprio, on le transfère en REER, dans le fond, si tu n'achètes pas de maison. Si je ne suis plus proprio depuis 5 ans, puis-je cotiser au CELIAP et CELI? Si je n'utilise pas CELIAP, il deviendra REER après combien de temps? Après 15 ans, qu'il va devenir REER. Puis si tu n'es pas propriétaire depuis 5 ans, oui, tu peux cotiser au CELIAP, puis tu peux même faire le RAP si tu rachètes une propriété. Tu peux rapper une deuxième fois parce que ça fait plus que, dans le fond, tu as 5 années civiles que tu n'as pas été, 5 années fiscales que tu n'as pas été, dans le fond, propriétaire. Fait que ça te permet de pouvoir re-rapper une deuxième fois. Fait que tu pourrais faire et le RAP et le CELIAP si tu rachètes une maison.
As-tu de l'information ou expérience sur la méthode Norbert pour acheter des FNB en US, mais quand on est investisseur canadien, limiter le taux de change? Non, j'ai comme. Moi, je suis vraiment. Casse-toi pas trop la tête avec ça, puis achète des fonds qui sont disponibles là, en Canada. Puis, tu sais, c'est parce que là, ça revient à spéculer le taux de change, là, tu sais. Fait que c'est comme. Moi, je suis pas un très grand spéculateur. Fait que moi, je suis vraiment. La simplicité, c'est la clé, surtout à long terme. C'est comme. Si tu investis pour 25-30 ans, ça n'aura pas tant d'impact. Là, tu sais. Si tu laisses l'argent travailler, tu vas atteindre tes objectifs. Là. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis et essayer de vouloir gosser sur tout. Salut Fred, 36 ans sans enfant, plafond maximisé annuellement dans le CELI, CELIAP. René, 8 fois plus capitalisé que le REER, revenu moyen, 60 000 sans pension, pas achat de maison à court terme. Vaut-il mieux maximiser né ou REER? Écoute, écoute, on pourrait peut-être se parler en privé. Tu pourrais peut-être me venir m'écrire, puis on pourrait peut-être s'appeler un peu là, pour en jaser plus en détail. Juste pour être sûr que j'ai peut-être une couple de questions, fait que je veux pas. Ouais, on va peut-être se fera peut-être se parler. Fait qu'au pire, viens m'écrire si tu veux que je te réponde plus à ça. Si j'ai un CELI, j'ai cotisé 100 000 au départ, un certain temps, mon CELI est rendu à 130 000. Si je fais un retrait de 30 000, est-ce que je peux le remettre l'année suivante ou c'est considéré comme j'avais sorti? Non, c'est ça, exact. Si dans le fond, si tu sors 30 000, tu peux le remettre l'année d'après. C'est marqué, si tu vas voir ces choses, c'est quand ce que tu sors de ton CELI, ton retrait, tu peux le remettre l'année d'après. Fait que casse-toi pas la tête. OK? Fait que oui, tu peux le remettre l'année d'après. Pas la même année, l'année d'après. Merci, Fred. Ça fait plaisir. Merci, Virginie. Vanguard comme FNB, valeur sûre. Ouais, des Vanguard, c'est eux autres qui ont créé les fonds indiciels. Moi, je les adore. Fait que c'est super. 2-0 Canadiens. Yeah! Exact, c'est triste. Je pense que 99% des personnes que je parle de 19-20 ans savent encore pas c'est quoi un CELI et encore moins investir. Oui, effectivement, c'est pour ça que c'est pas pour rien que je fais ce que je fais. Puis c'est pas pour rien que je fais les formations, puis je fais des séminaires en entreprise, puis je fais du contenu, puis je fais des lives, puis tout. C'est parce qu'il y a tellement un gros manque d'éducation. C'est débile, là, tu sais. Puis chez les jeunes, effectivement, il y en a certains qui sont plus allumés, par exemple, mais dans toute la population en général, gros manque d'éducation. Puis l'ignorance, c'est souvent, dans la vie, c'est ça qui cause des problèmes. Parce que quand tu es ignorant, tu te fais des fausses croyances, puis à cause de ça, ben, tu dis ou tu crois des affaires qui sont fausses, puis là, ben, c'est ça qui cause des problèmes. Mais quand tu es éduqué, que tu comprends comment que ça marche, puis que maintenant, tu es comme, ah ben là, je le sais que crime, OK, investir, finalement, c'est pas risqué. Ah, OK, crime, finalement, je comprends à long terme. Ah, OK, non, OK, OK, OK. Puis là, c'est là que tu deviens comme en confiance, puis que tu changes toutes tes affaires. Fait que c'est tout part de l'éducation. Tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit, le meilleur moyen de changer le monde ou de l'améliorer, c'est par l'éducation, parce que c'est ça qui va te permettre de changer tes comportements, tes habitudes. Fait que d'avoir l'information, c'est la première étape. Après ça, c'est de passer à l'action. Ça appartient à chaque personne. Mais il faut que l'information soit là pour te donner le goût de passer à l'action. Puis moi, ben, c'est ça que j'essaye de faire du mieux que je peux, c'est de présenter l'information d'une façon que quelqu'un fait comme moi, ben là, si ça me motive ou j'ai pas le choix, là, si ça m'a allumé, puis let's go, il faut que je fasse de quoi. Parce que c'est bien beau d'avoir l'information, elle est disponible partout, l'information, mais même si elle est disponible partout, comme tu l'as dit, les jeunes ou la majorité des gens ne sont pas éduqués, ils ne prennent pas la peine d'aller chercher l'information. Fait qu'il faut que tu te fasses montrer d'une façon qui est pertinente puis qui est impactante pour que tu aies le goût après ça de changer des affaires. Fait qu'effectivement, c'est triste, puis j'essaye de faire du mieux que je peux pour qu'il y ait le moins de monde possible qui arrive à 35, 40, 45 avec plein de regrets puis des situations catastrophiques puis des dettes puis tout. C'est vraiment ça l'objectif parce que je l'ai vu à quel point quelqu'un qui a une bonne situation financière, ça change tout, puis quelqu'un qui a une mauvaise situation financière, ça change tout. Fait que j'ai vu les deux côtés de la médaille, puis je suis comme... Quand quelqu'un, ça va mal, ses affaires, souvent, la plupart du temps, c'est pas grand-chose que ça aurait pris pour que ça aille bien. Fait que c'est ça qui est choquant. C'est pas comme, mettons, quelqu'un qui a fait vraiment, OK, il est tombé malade, divorce, faillite, non. C'est comme, OK, lui, il a vraiment pas été chanceux, OK, c'est beau. Mais la plupart du monde, c'est comme, shit, il y aurait juste eu une couple de petits comportements différents pendant 15-20 ans, puis ça aurait tout changé. Là. Puis combien de fois j'ai entendu avoir su? Ah, Colin, hey, si je t'avais connu avant et que je serais riche aujourd'hui, bien, c'est ça. Là, j'essaie que les gens me connaissent le plus tôt possible pour qu'ils puissent allumer le plus tôt possible, puis
changer leur vie financière le plus rapidement possible. Ils se transfèrent en réel sans impacter. Merci Nathalie. Bonsoir Fred, j'ai 33 ans, travailleur au Québec, gouvernement du Québec, Régop, 13 ans d'ancienneté, pleine pension, 35 ans de service. Maintenant, je fais 50 000 bruts. J'aimerais bien prendre ma retraite à 75 ans. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est large un peu. Qu'est-ce que tu me conseilles? Là, tu as 33 ans. Écoute, je te conseille que si tu es capable de rester à ta job-là tout le temps, en fait, OK. Le meilleur conseil que je vais te donner, là, c'est de ne pas te fier juste à ton fonds de pension. Parce que tu l'as dit, tu as 33 ans, puis il y a bien des choses qui peuvent changer dans les 30 prochaines années, puis dont l'intelligence artificielle qui va chambouler plein d'affaires. Fait que ça se peut qu'éventuellement ta job, peut-être que tu l'auras plus, ou peut-être que tu ne voudras plus la faire aussi parce que tu vas avoir le goût de faire d'autres choses. Peut-être que ton fonds de pension, il y a des règles qui vont changer, puis que finalement, ce ne sera pas 35 ans de service qu'il va falloir que tu fasses, ça va peut-être être 40, 42, on ne sait pas. Fait que tu ne veux pas être juste lié à ton employeur puis être pas en contrôle de ta destinée, tu comprends? Fait que tu veux quand même être en mesure d'avoir des options qui vont te permettre de pouvoir pas dépendre juste de ton employeur. Fait que c'est ça le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de faire des investissements autres que ton fonds de pension. Tant mieux, le temps que tu l'as, c'est du bonus, c'est parfait, mais fie-toi pas juste à ça. J'ai vu trop de gens le regretter quand il arrive plus tard. À 33 ans, c'est le fun, mais quand tu arrives à 45-50, tu es écœuré, ça devient toute qu'une prison dorée, ton fonds de pension, fait que fie-toi pas juste là-dessus. FNB, est-ce possible d'en mettre par semaine? Exemple, 100 pièces par semaine, est-ce un bon exercice à faire? C'est sûr que du dollar cost average, puis d'investir à chaque semaine, c'est le top parce que tu suis le marché, puis ça se fait tout seul. Puis oui, c'est possible de le programmer. Tu as 15 ans quand même pour acheter avant. Par contre, si tu as 40 000, ouais, c'est ça. Fait que tu as 15 ans, ça c'est bon, on l'a dit tantôt. En quoi un gestionnaire patrimoine qui demande 1 % peut valoir la peine? Merci d'avance. Bon, bonne question. Dans le fond, en finance, tout le temps, la même affaire, c'est que tu payes 1 % que tu payes 2 ce qui est important, c'est combien tu payes. OK? En fait, c'est pas combien tu payes, parce que tu vas payer la même affaire pas mal partout. OK? Genre, à toutes les institutions, c'est trop compétitif le domaine de la finance. Fait que ça va tout être à très peu de choses près, pas mal la même affaire que tu vas payer dans les institutions. OK? L'important, la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que tu as en retour de ce frais-là? Fait que par exemple, supposons que 1 % pour toi, ça représente, je dis ça de même, tu as 1 million, ça représente 10 000 par année. Bien, pour 10 000 est-ce que tu trouves que tu en as eu pour ton argent? Si ton conseiller t'a fait faire des stratégies fiscales que tu n'avais pas pensées, puis qu'il t'a vraiment comme fait penser à des idées que c'est comme crime, hey, une chance que tu me dis ça, puis que finalement tu ressors avec 30-40 000, bien, on s'entend-tu que tu viens de rentabiliser tes frais 3-4 fois, puis ça a été super bon de payer ça. Parce que si tu n'avais pas eu ton conseiller, oui, tu aurais peut-être fait un petit peu plus si tu avais investi par toi-même parce que tu n'aurais pas payé le frais, mettons, peut-être. Mais ça n'aurait été rien comparé à ce que tu aurais perdu à cause du conseil qu'il ne t'a pas donné. Fait que ce qui est important, c'est ton conseiller, est-ce qu'il te donne de la valeur dans ton dossier? Est-ce qu'il crée assez de valeur pour justifier ses frais? Si la réponse c'est oui, bien, tant mieux, garde-les, puis il n'y a pas de trouble, ça vaut la peine de l'avoir. Mais si la réponse c'est non, on se voit une fois par année ou une fois ou 2 ans, ça dure une demi-heure, tout ce qu'il me dit, c'est de mettre des REER puis du CELI, puis je le sais déjà, bien, on s'entend que là, peut-être que tu payes un petit peu pour pas grand-chose, tu comprends? Fait que c'est à toi de l'évaluer. Fait que je te dirais que le point clé à retenir, c'est la valeur que tu reçois en retour. Est-ce que tu trouves que le prix que tu as payé puis ce que tu as reçu pour ce prix-là, ça vaut la peine? Ça, c'est juste toi qui peux y répondre. Fait que moi, je ne peux pas te dire c'est trop cher ou c'est bon, ça dépend vraiment de toi. Fait que ça, c'est juste toi qui peux l'évaluer, mais c'est le même, il faut que tu le vois. J'ai payé tant, j'ai reçu tant de conseils et de tout, ça vaut-tu la peine? Il faut que la réponse soit oui, puis que tu sois content de payer ça parce que tu sens que tu rentabilises puis qu'il t'amène de la valeur dans ton dossier. C'est ça qui est important.